Bonjour à toutes et à tous, ben voilà, vous l'avez remarqué, ce n'est pas Lucille qui vous accueille pour ce débrief. Je suis David Ordonneau, j'ai le plaisir de produire Long Live, le podcast de la longévité de Lucille Woodward, qui vous le savez n'est pas du genre à ne faire qu'une seule chose à la fois. Et ben en voici un bel exemple. Une semaine sur deux, vous savez, on revient sur l'entretien de Lucille avec son invité, et aujourd'hui, on était censé débriefer sa rencontre avec le chef mondialement connu, Guy Savoy. Or, Lucille n'est pas là, elle est je ne sais où en train, en revanche, ça je peux le parier, de faire du sport. Alors on va tenter d'interrompre sa course, sa nage ou que sais-je encore. On va l'appeler pour faire ce débrief à distance. Allô ? Allô, tu m'entends ? Oui, t'entends. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu cours, tu nages, Alors, je suis pas loin d'aller courir, mais pas forcément pour moi, pour les autres, quelque part en Europe. D'accord, ok. La vie de Lucille Woodward. T'as le temps pour faire un débrief quand même ? J'ai de la chance. Bon. J'ai bien écouté, j'ai réécouté notre conversation avec Guy Savoy, qui était riche. Oui, riche et sacré personnage qui a des points de vue un peu sur tout et des choses qui ont été dites, étonnantes, travailleurs. Enfin bon, il y a plein de choses à raconter. J'ai pris plein de petites notes comme d'habitude. Ouais. Tu te rends compte qu'il a quand même 72 ans et qu'il continue à travailler jour et nuit dans son restaurant. Ouais. 7 jours par semaine. En disant qu'il espère que ça va durer encore 25 ans. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est beaucoup. Vous avez commencé par parler de l'importance de la convivialité, de la gourmandise. On sent que la gourmandise, voilà, c'est un truc qui lui parle et qu'il a, un rapport à la nourriture pas forcément très mesuré, très raisonné. On sent qu'il fait gaffe parce qu'il se fait des petits jus, des petits trucs, des petits machins, mais qu'il a quand même un rapport, disons, un peu généreux avec la cuisine. Ouais, c'est ça, il est un peu sur une fine ligne, pas simple, parce qu'en fait, je pense qu'il sait à quel point l'alimentation équilibrée, beaucoup de légumes, peu cuisinés, voilà, très simple, sont bénéfiques à la santé, mais en même temps, son métier, c'est de faire super bien à manger, quoi, avec beaucoup de bons gras et de bonnes choses délicieuses. Donc, c'est ça qui est rigolo, quoi. C'est-à-dire que, bon, t'arrives dans son bureau, il y a le jus de concombre, gingembre, guarana, et en même temps, il s'est pris de la figatelle dès le matin, quoi. C'est ça, parce que et tu le dis et tout, mais il faut qu'on le redise aux auditeurs. Nous, quand on est arrivé, on a dû passer par les cuisines et il fait ça une fois par semaine. Il fait un petit déjeuner avec ses équipes, mais c'était gargantuesque. Ah, c'était hallucinant. En gros, chaque membre de la cuisine prépare quelque chose de ce qu'il a envie. Donc, il y avait des crêpes trop bonnes, une quiche incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait ? C'était incroyable. Enfin, de la viande, de la charcuterie, mais des plats vraiment cuisinés, quoi. Et c'était somptueux. Ouais. Comme ça, posé à la va-vite. Moi, j'ai adoré cet accueil, personnellement. Mais tu sens que d'un point de vue de la santé, c'était un peu riche. C'est clair. Et puis, tu sens que, voilà, il y avait beaucoup de jeunes en cuisine qui avaient certainement très faim parce qu'ils se sont levés tôt, etc. Donc, voilà. Je pense que oui, en effet, alors, il y avait quand même des légumes, pas beaucoup de fruits frais. Et la santé, l'équilibre de ce petit déjeuner n'était pas la priorité, quoi. Ouais, il y avait de la richesse et de la générosité, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je suis plutôt no limite. Bon. Il y a un autre passage qui peut être intéressant dans ce que vous avez dit au début et qui résonne aussi certainement avec la discipline sportive. Bosser, je crois qu'il y a tout dans bosser, c'est-à-dire on bosse et j'ai même temps, c'est-à-dire de manière primaire, on se pose même pas la question, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas une complainte de travailler. Enfin, c'est pas quand je dis que je bosse, je dis ça fait 56 ans que je fais ce métier. Donc 2 journées en une, si vous faites le calcul, ça fait 112 ans de travail. J'ai pas l'air en si mauvaise forme. Donc pour vous, c'est une des valeurs finalement en refuge un peu le travail, se donner à fond dans ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est se donner. Pas compter ses heures. Voilà, bosser pour moi, c'est se donner à fond. Voilà, vous voyez, vous venez de me donner la définition d'un mot que j'utilise fréquemment par intuition, par instinct. Et voilà, c'est vrai, en fait, bosser, c'est travailler à fond. Ça, c'est un truc qui peut résonner avec l'engagement que toi, par exemple, tu peux avoir sur un terrain de la forme, de la santé, du sport. Ouais, je pense que vraiment il faut pas lâcher, et c'est aussi ce qui permet de rester à fond dans sa passion. Finalement, c'est vraiment de rester complètement dans son travail, sans essayer de chercher ailleurs. Je pense que ça joue quand même énormément. En fait, pour continuer à avoir de l'entrain à son travail, il faut se donner à fond.
C'est vraiment ce que j'en conclus. Alors du coup, forcément, c'est engageant, quoi. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais finalement, selon lui, il n'y a pas d'autre façon de faire. Moi, j'aime bien. Après, c'est fatigant, quoi. C'est épuisant. Et je pense que pour les personnes de l'entourage, c'est fatigant. Ça l'est, en tout cas, pour mon entourage, je pense. Et ouais, c'est ça. Et en même temps, ce qu'il décrit, c'est une forme de cercle vertueux. C'est-à-dire que t'as l'impression que plus t'en fais, plus tu te donnes, plus ça revient, plus ça nourrit ta passion, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et j'ai l'impression que toi, c'est un petit peu pareil. Toi, t'es un petit peu pareil. Moi, je suis comme ça. Et j'ai l'impression que tous les gens qui aiment un peu leur boulot le sont. Toi aussi, t'es complètement comme ça, David, clairement. C'est un peu l'anti, tu sais, syndrome du... Attends, ensuite, je cherche le mot. Tu sais, le quiet quitting dont parlent les Américains, où tu sais, l'art de faire un peu le strict minimum nécessaire au travail pour pas se faire virer. Et voilà, prendre son salaire à la fin du mois. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une vraie tendance ou c'était juste un peu pour faire le buzz dans les médias. Je crois que c'était un peu l'année dernière qu'on en parlait. Mais voilà, c'est le contraire du quiet quitting, un peu Nous, on en fait trop. La façon de bosser old school de Guy Savoy. Moi, j'aime bien. Et après, en même temps, c'est épuisant. Alors justement, toi tu parles de ça, t'encourages les gens toujours, et on en parle, et sur plusieurs terrains, la nutrition, la santé, le sport, à faire plus, toujours plus, plus longtemps. Et c'est ça aussi qui sert à la longévité, tu le répètes souvent, de dire en fait il faut continuer à faire du sport, et même dans la longueur, et même quand on prend de l'âge, tout ça. Et d'un côté tu dis c'est en même temps c'est épuisant. Alors c'est une question personnelle du coup, où est-ce que tu te ressources toi? Quels sont les bons endroits ou les bons outils pour quand on se donne beaucoup, se recharger? Écoute, alors pour moi, ça, me ressourcer, ça va être soit la lecture, voilà, lire sur le canapé avec une couverture. Je pense que ça, c'est vraiment mon lieu de ressources. Ouais. Après, ce qui est, c'est que quand je lis, souvent, ça a quand même rapport à mon travail. Mais c'est pas grave parce que physiquement, c'est calme. Et sinon, dès que je suis à la mer, à la plage, et aussi je me ressource beaucoup quand je suis en famille, en fait. Tous ces moments que je ne partage pas. Donc, c'est vrai que quand je partage sur les réseaux sociaux, on a l'impression que je fais plein de trucs, ci, ça. Et finalement, tu fais je ne partage. Quand même. Oui, mais malgré tout, il y a aussi des moments vraiment calmes de week-end où je partage pas et je suis juste en famille, entre amis. Et voilà, mais c'est juste que je préserve ça fait pas partie de mon travail, donc je ne partage pas. D'accord, il y a des parenthèses où on se ressource, des petits temps de pause. Exactement. Comme toi, des petits temps de pause là que tu vas faire ce week-end. Et toi, comment tu fais pour te ressourcer? Parce que tu parles de moi, mais toi, t'es un bourreau de travail, moi, je fais avec des horaires de travail décuplés. Non, mais je fais l'erreur, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas ces parenthèses, ou en tout cas pas assez. Donc je sais pas. Moi parfois j'arrive à faire une pause le week-end, mais c'est tout. Et c'est une erreur parce que physiquement je sens que je ramasse. Donc moi je suis clairement dans l'erreur. Tu ressources pas quand tu fais du sport? Alors si, grâce à toi depuis quelques temps maintenant, 1 à 2 fois par semaine, j'ai quand même un petit moment où je me vide la tête, où je me ressource physiquement, et voilà, c'est sur un tapis de course ou en soulevant des poids. Et quand je vais à la salle maintenant, 1 à 2 fois par semaine, j'ai ce petit mais d'ailleurs c'est marrant, tu vois, parce que je l'envisage pas comme un temps de pause, je l'envisage vraiment comme un truc qui va me recharger, quoi. Et je suis frappé et j'ai encore en mémoire l'épisode que vous avez fait avec Emily Stenbach, où vous parlez de, en fait, je suis fatigué, je vais prendre l'ascenseur. Ça, c'est un truc qu'on s'est souvent dit, tu vois, et tu me l'as souvent dit. En fait, monte les marches. Si t'es fatigué, monte les marches, parce que t'as l'impression que ça va te fatiguer davantage, et au contraire, ça va justement te rebooster. Et moi, je vais à la salle dans cet état d'esprit, en me disant, ça va pas me fatiguer, ça va pas être mais au contraire, c'est quelque chose qui va me redonner de l'énergie, quoi. Et alors à ce sujet précisément, j'ai enfin eu la lecture absolue qu'il fallait et qu'il faut absolument. D'ailleurs, je viens de le finir, mais aujourd'hui, il faut absolument que vous lisiez ce livre. Il fait 77 pages, donc c'est vraiment à la portée de tous. Ça s'appelle Le syndrome du paresseux de Boris Cheval, qui explique exactement, mais théoriquement et scientifiquement, pourquoi la majorité des gens sont sur les escalators et pas dans les escaliers. Et d'ailleurs, voilà, j'espère vraiment qu'on aura Boris Cheval très bientôt dans le podcast. Je l'ai déjà sollicité, donc j'attends sa réponse. Mais en gros, c'est psychologiquement très dur pour un être humain qui a assez à manger
de faire du sport. En fait, ça demande un self-control énorme. Et donc, en fait, ce qu'il faut avant toute chose, c'est muscler sa force mentale, sa volonté, son self-control. Appelle-le comme tu veux. Mais quel rapport avec le fait d'avoir à manger? Ah oui, parce qu'en fait, l'être humain est fait pour bouger, pour chercher à manger. Et en fait, il est fait pour s'économiser une fois qu'on a assez mangé. D'accord. Oui, voilà. On remonte donc, au truc comme originel. Comme on est dans une société d'abondance. Ouais. Eh ben, on cherche plus et on a annulé la force qui nous faisait nous mouvoir et aller vers quelque chose. Exactement. Et donc, lui, Guy Savoy, pour en revenir à notre conversation, lui, sa façon de se ressourcer, c'est d'aller faire de la randonnée en haute montagne. Ouais, exactement. C'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Il dit, c'est intéressant aussi parce que vous avez parlé d'une forme de longévité qui était assez inattendue, celle qui concerne la cuisine et les plats. Moi, quand je fais ma soupe d'artichaut à la truffe et que je pense qu'il faut l'accommoder ou l'accompagner d'une brioche, bon, il y a à la fois la gourmandise et une certaine évolution. Mais justement, parlons-en de ce plat signature, parce que donc vous avez créé ce plat il y a des années. Il y a des décennies. Des décennies, voilà. Est-ce que vous en avez pas marre de toujours la refaire? C'est une question que j'aime bien poser parfois même aussi aux chanteurs. Toujours chanter la même chanson au concert. Ah bon, est-ce qu'on se lasse pas finalement de toujours un peu refaire ce plat? Parce qu'il y a un côté vraiment répétitif presque dans le métier. Mais non, il y a un côté... Non, il y a à partir du moment où c'est gourmand, que ça passe l'épreuve du temps, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lassitude. Moi, je la goûte tous les jours, et tous les jours avec le même plaisir. Et je la goûte, je dirais, dans son contexte. C'est-à-dire, je me fais un quart de brioche que je trempe dans la tasse, que je me sers ça dans une petite tasse, quand même, j'en mange pas 3 assiettes par jour, mais, et puis, je veux avoir, et là, je pense toujours à la définition que m'a donnée un jour un des fidèles de cette maison. Il m'a dit ta soupe. L'artichaut, c'est tes origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. J'ai aucune raison de changer. Je sais pas si ça correspond à la réalité, mais en tout cas, ça me va bien. Et oui, parce que moi, je suis vraiment hyper étonnée qu'il ne se lasse pas de toujours inlassablement refaire les mêmes recettes. Ouais. Mais c'est le problème quand on est très connu et quand on a créé quelque chose d'emblématique comme sa soupe en l'occurrence, et des plats emblématiques, il en a plusieurs, hein, c'était comme la purée de Joël Robuchon. Enfin voilà, aujourd'hui encore les gens qui vont dans les restaurants de Joël Robuchon alors que le chef est mort, mais il a encore son nom, sa marque et il y a un héritage qui perdure comme Bocuse d'ailleurs. Et ben les gens des années après viennent encore demander ces plats-là. Et tu peux pas les ateliers Robuchon ne peuvent pas enlever leur purée de la carte 30 ans, 40 ans après quoi. Et donc ils sont obligés, c'est comme un chanteur, c'est comme si Patrick Bruel chantait pas à la place des grands hommes quoi. Ouais. Alors d'ailleurs, parlons-en de Patrick Bruel parce que j'ai eu l'immense chance d'assister à un concert très très privé il y a quelques mois. Et donc voilà, exactement, il est un peu obligé. Et on sent quand même que ça l'est pour lui de chanter ces vieilles chansons, même si tu sens que quand même il y prend du plaisir. Et dès lors qu'il chante des chansons un peu plus récentes, disons, moins connues, voilà, enfin ça chante moins. Et donc en fait il y a cette espèce un peu de dualité entre le chanteur qui a vraiment envie finalement de chanter sa nouvelle chanson, qui peut-être certainement le concerne plus, lui donne plus envie, parce que voilà, ça c'est certainement plus proche de lui, et les fans qui veulent toujours des chansons qui ont 25-30 ans, casser la voix et tout, et ça, ouais, donc lui, voilà, un peu éludé. Après, bon, je comprends, c'est aussi sa marque de dire qu'il est toujours très content de il va pas dire que les mêmes recettes. Il va pas dire que ça le saoule. Il se concentre aussi sur le plaisir qu'il a à la manger. Ouais. De ne pas s'en lasser. Et le plaisir qu'il donne. Mais je voulais qu'on reparle de ça parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui concerne tout le monde, la répétition de la tâche, tu vois, et dans le sport. Tout à fait. Tu vois, c'est quelque chose que toi la répétition, ça fait quand même partie du truc. Toi, quand tu vas courir 15 fois par jour, que tu vas nager 20 fois par semaine ou machin, je veux dire, à un moment, tu restes dans l'eau à battre des bras, quoi, et tu fais toujours la même chose. Où est-ce qu'on se nourrit justement dans la répétition? Toi, ton truc, il est où? Parce que, en l'occurrence, moi, je comprends bien quand Guy Savoy, il dit, ouais, mais c'est quand même de la gourmandise, et la gourmandise, franchement, ça aide. Tu vois, dans le sport, la répétition, on la contourne par quoi? Oui, c'est vrai. Alors après, il y a quand même souvent des moments où t'as pas envie de t'entraîner, tu fais juste tu y vas. Et souvent, le plaisir arrive au bout de 20 minutes, quoi. Quand
t'es déjà dedans et que t'as enfin des bonnes sensations. Et là, hop, ça y est, ça te fait vraiment du bien, plaisir, t'es bien, t'es content. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup d'entraînements où il y a rien, quoi, où c'était juste chiant, ça s'est pas très bien passé. Et c'est pas grave, ça fait partie du truc. Moi, généralement, j'essaye toujours de voir vraiment le big picture, quoi, le gros ensemble. Enfin, soit parce que je prépare quelque chose, une épreuve sportive qui me donne vraiment envie et j'ai envie d'être prête, soit en me disant, c'est pas grave, j'ai quand même fait mon sport et voilà, je suis contente et puis demain ça ira mieux. Et tu te dis donc, quoi quand tu dis qu'un truc s'est pas bien passé, genre bon, c'était un peu chiant, t'as pas pris beaucoup de plaisir ou machin. Voilà, comment tu t'en sors de ce constat? Tu te dis quoi à ce moment-là? Je sais pas, grave, je me dis, l'entraînement. C'était horrible, cette séance était horrible. Tu te dis c'était horrible parfois? J'étais lourde, j'avais des jambes lourdes. Je me suis c'était horrible. Voilà, donc aujourd'hui c'était horrible. Ok, zéro demi-mesure. Pas très souvent, mais ça arrive et c'est pas grave en fait. Ça fait pas de moi quelqu'un de nul ou même parfois le progrès, il faut non mais la question c'est justement. Comment on remonte en selle, tu vois, quand on se dit c'est horrible et tout, et parfois on peut se dire tu sais quoi, c'est bon quoi, canapé à Gandas. Oui mais regarde, c'est comme avec les enfants, c'est pas parce qu'un jour ton enfant t'a fait une crise que c'est comme ça éperdument. Donc faut plus le voir comme voilà, c'est un jour c'était comme ça et puis demain tout ira très bien. Et on remet ses baskets. Faut pas tirer de conclusion sur un truc, sur un entraînement, une séance. Si pendant un mois, toutes les séances sont affreuses, là oui, en effet, faut se poser des questions. Mais une fois, comme ça, dans la semaine ou dans le mois, ça arrive très très souvent, c'est même normal. Ouais. Il y a des petits outils aussi, des petits tips que nous a donné Guy Savoy, qui est un homme de punchline, hein. Il a le sens de la formule, Guy Savoy. Ce paysage, il faut qu'il soit varié, quoi. Si vous êtes planté 24 heures sur 24 devant la mer, c'est évident qu'un jour vous allez vous ennuyer. Mais si vous avez la mer, la campagne, la montagne, la cuisine, c'est ça. Ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Un jour, j'ai envie d'aller faire un restaurant japonais, j'ai envie de faire un restaurant indien, j'ai envie de faire un restaurant marocain, j'ai envie de. Alors, je le ferai pas tous les jours. Alors que je suis capable de manger ma cuisine tous les jours. Mais de temps en temps, ces ouvertures, assaisonnent un peu ma vie, quoi. Assaisonnent la vie de chacun, d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est une phrase qui peut résonner avec pas mal d'épisodes. L'ouverture et la diversité assaisonnent la vie. Moi, je repense souvent aux enseignements de Père Laservan-Schreiber, tu vois, qui disait, finalement, l'ouverture à l'autre, aux autres, à la culture, le mélange des générations sont vraiment des armes pour améliorer sa longévité. Tout à fait. Mais tu vois, moi, quand ma mère avait écouté justement l'interview de Père Laservan-Schreiber, elle me disait, oui, mais elle peut rencontrer plein de personnes jeunes à sa table et tout, mais tu vois, pour le commun des mortels, quand tu passes les années, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, oui, donc comment est-ce qu'on fait pour parce que forcément, Guy Savoy, dans son restaurant, il y a toujours plein de gens et donc il parlait des quarantenaires qui sont la majorité de ses clients, enfin de ses convives. Voilà. Donc, mais après, tout le monde n'a pas forcément ces possibilités en fait de rencontrer des personnes de différentes cultures, différents âges. Donc, encore une fois, c'est pareil, il faut un peu se forcer finalement, un peu provoquer cette chance. C'est ce que j'allais te dire, c'est un peu comme le sport, parce que en France, on a quand même un tissu associatif hyper développé, et moi, pour reprendre l'exemple, en l'occurrence comme toi, de ma mère, c'est quelqu'un, on entend des oiseaux, t'es dans un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux. Oui. C'est pas mal. Moi, ma mère, elle a toujours été hyper investie dans plein d'associations, et là, il y a un croisement générationnel, culturel, qui est hyper important. Donc, je trouve que ça recoupe aussi, des choses qui ont à voir avec la longévité, comme on en parle au même titre que le sport, quoi. Je trouve qu'il y a des enseignements un peu généraux, et c'est ce qu'il dit, pour assaisonner sa vie et pour améliorer sa longévité. En fait, il faut un peu se bouger, quoi, dans tous les sens du terme. Il faut se bouger. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi, il y a une autre phrase, une autre punchline qu'il a dite et que j'ai même notée sur mon cahier d'inspiration. Il dit cette phrase: je suis un capitaine, entraîneur, entraînant. Ouais, qui tient des héros, apparemment. Ouais. Exactement. Mais donc, je l'ai noté et j'ai vraiment essayé de l'intégrer. Parfois, je le mets dans mes mantras. J'ai vraiment aimé cette phrase, cette punchline. En fait, finalement, pour que tout aille bien dans ta vie, il faut se donner à fond, il faut montrer l'exemple et en même temps, il faut montrer que tu es content quand tu donnes l'exemple. Il y a vraiment ce côté envelopper le monde, mais envelopper le monde et le tirer vers le haut, vers le positif, quoi. Ouais, exactement. Cette punchline m'a énormément touchée.
Mais elle est importante, et puis pour le coup, pour connaître bien ce métier et en voir souvent des chefs de cet âge-là, notamment parce qu'ils ont pas toujours le même discours selon les générations. C'est un métier où avant on pouvait être, tu vois, entraîneur, c'est déjà un cran en dessous de chef. Entraîneur, il y a un peu plus de bienveillance, c'est un peu moins dans dans l'impératif, dans les ordres. Voilà, on est entraîneur, on essaie d'entraîner. Déjà, le fait d'entraîner, c'est créer une dynamique. Et le rajouter ce entraînant, il y a un peu de positivité, de un peu quelque chose de joyeux, quelque chose qui fait envie. Et pour un chef, et surtout de cet âge-là, donc parce que Guy Savoy il cuisine pas depuis 2-3 ans, c'est pas mal en fait, parce qu'il a compris qu'il fallait avoir quelque chose de positif et de dynamique, et pas juste se contenter d'être un mec qui dit c'est comme si c'est comme ça et de balancer des ordres, ce qui était un peu le cas avant en cuisine. Tout à fait. Ouais, j'ai trouvé que c'était une belle progression en fait pour sa profession et qui peut vraiment toucher tout le monde dans la mesure où tu te prends pour ton travail à toi ou ta façon de vivre. Mais d'ailleurs, il est revenu là-dessus aussi. Les méthodes ont changé parce que moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai été un peu lorsque j'ai démarré un peu ce qu'on appelle un fou furieux, c'est-à-dire que j'étais un peu, j'étais dur avec moi-même déjà, et puis j'étais dur avec les équipes. Et puis là, j'ai réalisé, mais déjà ça fait longtemps, je crois que surtout lorsqu'on a la chance en plus ici d'avoir ces conditions de travail, une cuisine très spacieuse avec je sais pas combien, la cuisine il y a au moins 12 fenêtres. Il y a une nouvelle règle qui a été mise en place dans la cuisine, c'est pas de bruit. Je veux que des sons. Un son, c'est agréable. Une casserole en cuivre qui atterrit tout doucement sur le fourneau, ça fait un bruit sourd, donc un son. Si vous tapez dessus, ça devient un bruit, c'est insupportable. Et on s'aperçoit que les gens sont bien plus concentrés, sont bien plus attentifs et bien plus rigoureux dans le calme d'un atelier d'horlogerie ou d'une salle d'op, que dans une furia où on sait plus où on en est, la cacophonie. La cacophonie, là, c'est super intéressant. Depuis combien de temps est-ce que vous avez mis ça en place, le pas de bruit? Une trentaine d'années déjà. Ah oui. C'est marrant ce truc d'aller chercher de la sérénité dans le travail, dans l'exercice. Est-ce que c'est un truc, toi, que tu observes ou que tu essaies de faire dans une pratique sportive, tu vois, la recherche d'une espèce de cadre de travail ou d'exercice un peu serein? Ouais. Tu vois, par exemple, pour bien courir, il faut courir sans bruit. Donc genre pareil, pas de pour musique, bien pas nager, de truc. Idéalement, on essaie d'écouter le bruit qu'on fait dans l'eau. Et moins on fait de bruit dans l'eau, plus on est fluide. Généralement, c'est un très bon indicateur d'assez bon placement, de bonne linéarité. Donc c'est vrai que le bruit, le côté un peu paisible et calme, c'est souvent un très bon indicateur. Après, moi, dans mon métier, je suis un peu obligée de mettre de l'énergie. C'est vrai que parfois, on fait un peu monter la voix. C'est un peu pareil. Enfin, j'ai aussi fait des jobs où il fallait hurler dans les salles pour motiver les troupes. Bon, maintenant, je le suis moins, mais après, je comprends que d'autres personnes soient motivées par des cours de sport super bruyants avec musique, voix. Ouais. Je pense que ça correspond aussi à différents moments d'énergie dont tu as besoin. Mais en cuisine, après, pour le travail, oui, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, en Suède, Stockholm, c'est un aéroport silencieux. C'est-à-dire? T'es en train de nous donner des indices. T'es à Stockholm, en fait. Mais il n'y a pas de Voilà. Donc, l'aéroport de Stockholm est un aéroport silencieux. Donc, faites attention aux arrivées, au départ de vos avions parce qu'il n'y a pas d'annonce. Ah bon? Non. Mais quoi, pour l'atmosphère, pour que ce soit plus zen? Exactement. C'est vrai qu'en même temps, on est tous censés connaître l'heure de départ de notre... Et puis, il est écrit sur notre billet, donc on n'a pas besoin de rajouter une voix. Donc, il n'y a pas d'appel, dernier appel, il n'y en a pas. D'accord. Il vaut mieux pas avoir de problème d'audition, quoi, à Stockholm, quoi. Non, voilà, mais en tout cas, ils s'en fichent. Mais pourquoi pas, je veux dire, tu vois, mais un peu moins de bruit, plus de sérénité, c'est intéressant. Et je pense que, de toute façon, ça se ressent après, même pour les gens dans leur qualité au travail, quand il y a plus de sérénité, ça joue énormément. Il y a quelque chose dont il parle aussi justement, et ça rejoint cette envie de créer une atmosphère de travail comme une philosophie. Il parle d'un état d'esprit qui transmet. Est-ce que ça m'a fait penser toujours pareil, parce que je trouve que tout se parle en fait dans ce podcast. Je me suis demandé si toi parfois,
En fait, parce que parfois tu dis ça peut être un peu caricatural le sport, on pense au poids, on pense aux abdos, aux fessiers, naninana, et il faudrait sortir un peu de là. Est-ce que tu arrives à emmener toi ta discipline par exemple au-delà et à transmettre, comme il le dit lui, un état d'esprit? Fort. J'aimerais bien y arriver plus. J'ai l'impression que j'y arrive pas assez. Ouais, mais c'est ce qui te guide, ça. C'est difficile. Après, en fait, souvent, le poids, le physique, l'aspect esthétique, c'est un peu un premier escalier, une première marche, en fait, en direction de la forme. Et souvent, c'est un peu ce qui te fait tenir au début, ce qui te force un peu à tenir et à garder de la régularité. Ouais. Et ensuite, normalement, comme c'est bien expliqué d'ailleurs dans le syndrome du paresseux, normalement, après, ça devient presque naturel, tu as moins besoin de self-control pour faire ton sport, et donc là, tu te projettes dans quelque chose d'un peu plus philosophique de vie. Donc, Et toi, tu mets quoi dans la tienne? Parce que pour le coup, on pourrait penser que tous les sportifs, ou tous les coachs, ou tous ceux qui enseignent des disciplines autour du bien-être et de la santé, ont la même philosophie, ou le même état d'esprit. Je pense qu'on en est quand même pas très loin. On est quand même pas très loin, tous. Tu vois, on a tous un peu le côté hygiène de vie à cœur. Faire du sport longtemps sans s'arrêter, pas trop se blesser. Je pense que on l'a quand même tous. Après, plus ou moins des méthodes plus ou moins différentes pour y arriver, mais non, je pense qu'on est quand même tous un peu là-dedans. Et toi, si tu devais définir ta démarche, je pense que les gens qui nous écoutent te connaissent et te suivent, mais toi, c'est quoi les valeurs qui t'animent, ton état d'esprit justement dans la pratique du sport? Non, mais attends, en fait, c'est mon interview là. Ouais, je suis curieux. Mais non, mais c'est intéressant parce que tu vois tout ce qui. On était en train de débriefer Guy Savoie et là. Mais oui, mais en fait, Guy Savoie. Non, mais on se parle de cuisine. Et finalement, c'est intéressant de ce pas de côté d'être allé chercher un cuisinier parce qu'en fait, tout ce qu'il nous dit parle de cuisine, mais je trouve que ça résonne avec nos thématiques. Tu vois, le bien-être, la santé, le sport, la longévité, évidemment, qui est le sujet central de ce podcast. C'est pour ça que du coup, j'essaie de voir quels sont les parallèles avec toi, ce que tu vis ou ce que tu essaies de dire au quotidien aux gens qui te suivent. C'est vrai. Écoute, je sais, est-ce que j'ai vraiment travaillé une philosophie? Pas forcément. En plus, je pense que je suis un peu en transition d'une manière. Donc, moi, j'ai toujours dit, l'idée, c'est de se faire du bien sans se faire de mal, tu vois. Donc, faire du sport, bien manger, mais sans que ça devienne une pression psychologique ou se blesser ou ruiner ta vie de famille, tu vois. Donc, c'est vraiment essayer d'envelopper cette globalité de qui l'on est, en fait. Mais je me demande si c'est pas en train d'évoluer, cette philosophie, tu vois. Et d'ailleurs, j'en parlais à une de mes copines diététiciennes à l'instant. Je me sens aussi un peu moins patiente en ce moment. Voilà, j'aurais envie que ça bouge plus vite. Donc, est-ce que c'est moi là en ce moment ou est-ce que c'est ma philosophie qui a envie de changer? Je ne sais pas. D'accord, c'est drôle. On est en train de se rigidifier. Bon, allez, ça suffit maintenant, il faut y aller, il faut se bouger. Oui, mais après, je sais pas si c'est de la rigidification ou, je sais pas, plus d'envie, en fait, avoir envie que les choses vraiment bougent plus, tu vois. Peut-être constater que on perd du temps, que ça va pas assez vite, je sais pas. My God, je me dis ça tout le temps moi aussi. Faut qu'on se calme, je crois. Oui, parce que tu vois, souvent, qui nous avait dit que voilà, le changement, ça prend du temps, ça prend plus de 50 ans. Ouais. C'était Bruno Parmentier, il me semble. Donc c'est vrai qu'on a toujours envie que les choses changent plus vite une fois que nous, on est convaincus. Alors qu'en fait, ça prend toujours au moins 1 ou 2 générations. Ouais. Et ça, il faut accepter cette patience et continuer inlassablement à rester sur notre ligne. Mais c'est pas simple. Eh ben, on a du boulot, on a du chemin à faire. Bon, je suis venu à bout de mes petites notes sur Guy Savoie. Est-ce que y a des choses, toi, qui t'ont marqué, à part cette punchline d'entraîneur entraînant? Est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Et ce petit déjeuner qu'on a fait, un peu énorme. Non, moi, si tu veux, je pense qu'on a vraiment eu un chef très ancré dans sa pratique. Et finalement, la longévité, pour lui, c'est presque de la normalité, en fait. Enfin, j'avais l'impression que c'était même pas un sujet pour lui. Que c'était tellement normal de continuer à travailler après 70 ans, continuer, faire vivre ses recettes. Enfin, mais d'ailleurs, c'était un non-sujet. Mais ouais, et c'est marrant d'ailleurs, on l'a pas creusé, mais bon, c'était pas l'objet à ce moment-là, mais t'as raison de reparler de ça parce que c'était assez signifiant. Lui, à un moment, il dit, moi j'espère que je vais encore travailler 25 ans. Et à un moment, il te dit, vous avez compris quel est mon problème. Guy Savoie, c'est un méga hypocondriaque, en fait. C'est un mec qui est flippé de la mort et tout. Et lui, il voudrait, je pense qu'il voudrait cuisiner jusqu'au dernier jour de sa vie, voire
faire en sorte que le dernier jour de sa vie n'arrive jamais, en fait. On sent qu'il y a ce truc-là. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, je disais qu'au début, on voit qu'il navigue en cette fine ligne du jus de guarana, concombre, gingembre, ces randonnées dans les Alpes, et en même temps le côté gourmand et un peu, clairement, sa cuisine, il nous l'a bien expliqué, il se soucie pas forcément de l'équilibre. Ouais, complètement. Ouais. Et du côté goût, santé, le goût avant tout. C'est ce que ses convives viennent chercher chez lui. Et donc en fait, on sent qu'il est un peu tiraillé entre ces deux mondes, continuer sa passion le plus longtemps possible et pouvoir continuer à adorer la bonne cuisine. Donc, c'est cet entre-deux qui était finalement intéressant à écouter, je trouvais, dans cette interview. Ouais, c'est drôle. Puis c'est marrant de se retrouver face à un grand monsieur, parce qu'on le rappelle, Guy Savoy, là, il a perdu sa 3e étoile il y a 2 ans. Ça a été un grand événement pour le Michelin, parce que ça faisait des décennies qu'il l'avait. Mais c'est un restaurant, en l'occurrence, à la Monnaie de Paris, qui est élu par la liste, qui est un grand classement, meilleur restaurant du monde depuis des années. Donc c'est vraiment, on était face à un grand monsieur de sa discipline. Absolument. Et on peut quand même préciser que donc nous n'avons ni déjeuné ni dîné chez Guy Savoy. C'est vrai, on est naze. On aurait dû réserver direct après. Mais je t'avoue que moi déjà, d'avoir picoré au déjeuner, ça m'avait fait ma journée. Ouais, je suis assez d'accord. Les crêpes étaient assez fabuleuses. Bon, je te laisse, je sais pas, dans ta forêt, partir courir. Merci en David silence. d'avoir du coup pris la main sur c'est bon, sur ce débrief. et du coup, on se revoit la semaine prochaine, j'espère quand même. La semaine prochaine pour une autre interview. Bon, tu seras là, hein? Je serai là, promis. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief un peu spécial avec une Lucille à distance qui s'est retrouvée un peu sous le feu des questions. Je sais pas pourquoi, cet entretien avec Guy Savoy m'a donné envie de la questionner elle. Faut dire que c'est la force de ce podcast de faire parler les autres pour s'interroger soi-même. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de noter le podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme Guy Savoy, on refuse pas les étoiles. Alors envoyez-nous des commentaires aussi sur l'Insta @longlive le podcast, et sur Spotify aussi depuis peu. Vous pouvez commenter chaque épisode et on prend plaisir à lire tous vos retours. Promis, la semaine prochaine, Lucille reprend le micro pour un nouvel entretien. En attendant, moi je file à la salle de sport. Allez, salut!